L'impact de la guerre en Ukraine continue à se faire sentir sur les pays importateurs. L'un des grands importateurs, la République démocratique du Congo, n'est pas du tout épargné. Outre la hausse des prix du carburant à la pompe, suite à la pénurie annoncée au pays depuis le mois de janvier de l'année en cours, les prix des denrées alimentaires ne cessent de monter du jour au lendemain, au vu et au su de tous. Selon les experts, un pays qui se respecte doit être en mesure de produire ce qu'il consomme. On ne peut pas continuer à importer tout de partout parce qu'en cas de choc exogène, bien sûr, nous avons la situation que nous avons aujourd'hui, on est complètement perdu. Et donc, on ne peut pas éviter les conséquences, elles sont déjà là. Il faut produire localement. Il faut investir une grande partie de l'argent public et de l'argent des privés dans un programme de production intégré et qui bénéficie à l'économie domestique. On doit être en mesure de bâtir notre résilience par rapport à notre capacité à consommer ce qu'on produit et à produire ce qu'on consomme. Pourtant, le ministre des Hydrocarbures avait annoncé l'installation d'une raffinerie locale au pays au cours d'une des réunions du Conseil des ministres, l'un de ces projets qui reste sur papier en RDC. Pendant ce temps, l'impact de la crise en Ukraine continue à se faire sentir avec la hausse des prix, même exorbitante dans plusieurs pays. À quel sein se vouera la population ? C'est bien trop tard, madame, parce que les impacts sont déjà là. Vous vous êtes certainement rendu compte que le prix a changé parce que ça a déséquilibré l'offre par rapport à la demande. Deuxième, ce sont les produits pétroliers. Ça a un impact immédiat sur toute la logistique et ça a un impact immédiat sur les prix. Il faut savoir que c'est bien trop tard. Le drame de notre pays, c'est que nous sommes un pays extrêmement extraverti. Ça veut dire que nous importons tout. Et c'est ça la plus grosse difficulté. Moi, je pense que en plus de la pandémie de la Covid-19, cette guerre en Ukraine nous rappelle encore une fois qu'un peuple qui se respecte doit être en mesure de produire ce qu'il consomme. On ne dit pas qu'on peut être totalement indépendant, mais au moins pour les choses qui concernent la vie de tous les jours, nous avons ici la capacité de pouvoir nous autosuffire. Par exemple, nous pouvons produire du blé, comme le Brésil le fait, qui a le même climat que nous. Nous pouvons remplacer une partie de blé par le manioc, qui a une production locale. Nous pouvons être en mesure ici d'influencer les importateurs à produire localement. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Il est impérieux que l'autorité compétente se penche sur cette question, car la situation n'est fait qu'empirer. L'eau, c'est la vie, dit-on. Malheureusement, à Leleko, l'un des villages situés dans le territoire de Bassoko, en province de la Chopo, cette vie est quasiment inexistante. À proximité du fleuve Congo, cette partie de la République démocratique du Congo est en manque d'eau potable. Depuis l'époque coloniale, la population de Leleko ne vivait que de l'eau de la source appelée Echima. En croire une habitante, cette eau était l'une des causes majeures de plusieurs maladies, particulièrement chez les enfants. Grâce aux appuis des organisations non gouvernementales, ces villages bénéficient maintenant d'un forage. Le forage est commis et ça lui déjà une année et demie. Il y a 1 an et quelques mois que nous avons un forage. À l'époque, on utilisait l'eau de la source. Après avoir détecté la maladie hydrique chez les enfants, une ONG nous a planté ce forage pour nous approvisionner et éviter ces maladies. Avec le nombre d'habitants qui regorge ces villages, cette population est toujours dans le besoin malgré ses dons. Chaque habitant a droit à 2 bidons de 25 litres par jour, une quantité insuffisante pour le ménage, mais ils sont obligés de ne vivre que de cela. Pour approvisionner tout le monde, dans le cas contraire, certains ménages ne peuvent être servis. J'épuise 50 litres d'eau par jour. Et le forage est ouvert de 4h à 15h. Nous demandons aux autorités de nous ajouter un autre, puisque un seul n'arrive pas à approvisionner tout le ménage du village. Une sonnette d'alarme est lancée aux autorités compétentes, particulièrement à la société de régie de distribution d'eau, Régie des eaux de la Chopo, afin de sauver ces vies exposées aux maladies hydriques. Le parc marin des mangroves est l'un des parcs de la République démocratique du Congo, créé en 1992. Avec sa superficie de 768 km², il est situé sur la rive nord de l'embouchure du fleuve Congo, à proximité des localités de Banana et Mwanda.
Le déboisement est l'un des dangers qui guettent ce parc, causé par plusieurs communautés habitant du parc comme de l'extérieur, chose qui crée même des conflits entre les peuples. Il dit quoi d'abord? C'est les forêts laissées par les ancêtres. La forêt de mangrove que vous voyez, madame, c'est l'unique forêt naturelle ici à Manda. Alors, cette forêt, c'est une forêt intermédiaire qui pousse dans l'eau et surtout au milieu de l'eau douce et l'eau salée. C'est une forêt qui donne l'oxygène à Manda. C'est l'amortisseur. Si vous voyez, ici nous avons le mouvement de marée qui est la marée haute et la marée basse. Ce mouvement-là va jusqu'à Boma. C'est le mouvement de l'océan ici. Mais s'il n'y a pas la forêt de mangrove, l'océan peut aller jusqu'à Boma. Alors, on montre tout ça à la population ne comprend pas. À en croire ce conservateur de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, l'exploitation illicite du bois dans ce parc peut être évitée si la population a des moyens de subsistance et s'il est sensibilisé convenablement sur les conséquences qui peuvent découler de cette activité. Il y a la coupe de bois qui sont vraiment permanents. L'ICCN a pour le moment les stratégies de la conservation communautaire. Il y a eu un projet de reboisement. On a lancé ce projet un peu partout. Dans ce projet, il y avait le volet conservation communautaire qui nous a reliés avec cette population. On a installé 27 CD dans les villages qui sont dans et autour du parc. Et vous allez voir même les gens qui coupent la forêt équatoriale, qui amènent les gros arbres, les grimes, l'Équateur, Kinshasa, Matadi et Matadi, Mwanda qui s'installe dans le parc. Et après ici, on va l'exporter en Asie, c'est-à-dire en Chine. Quant aux représentants des peuples autochtones de Mwanda, le parc des mangroves est plus exploité par les citadins que les peuples autochtones. Pourtant, ces peuples sont les premiers occupants. L'exploitation abusive, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais exagérée aujourd'hui, du bois de mangrove, c'est dû au fait que la cité est en train de prendre de l'ampleur. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est la pauvreté au niveau des milieux ruraux. Les citadins sont entrés jusque dans nos villages pour aller chercher à manger, et aussi parce qu'à la cité, ils n'ont pas de travail. Et comme conséquence, comme eux sont plus outillés que les villageois, ils leur apprennent des méthodes pour exploiter le bois qu'ils ont sur place. Parce qu'avant, les villageois avaient toujours exploité le bois pour leur nourriture, mais ce n'était pas de manière exagérée. Ils attendaient que le bois sèche pour pouvoir l'exploiter. Aujourd'hui, on coupe le bois, on en fait de la braise parce qu'il faut le vendre. On ne peut pas demander aux villageois de cesser d'exploiter les mangroves, le bois de mangrove, qu'ils ont toujours utilisé. La pauvreté est également une raison qui pousse ces peuples à déboiser. Des solutions palliatives devraient être trouvées pour éviter cela. Ils étaient là, mais on les a ignorés par les techniciens qui sont venus faire des études préliminaires pour la faisabilité d'un parc ou d'un site Ramsar à cet endroit. Il faut commencer par là. Donc, il faut que l'ICCN vienne parler avec les populations pour dire si on ne le fait pas, les conflits seront toujours là. Et puis, on va leur dire voilà, ce que vous faisiez d'habitude, voilà comment on va vous aider pour ne plus faire telle chose, et que la mangrove puisse pousser normalement et qu'on la laisse avancer. Notons que le parc de mangroves, avec ses 56 000 hectares, se caractérise par d'importantes zones côtières marines et fluviales. Il joue un très grand rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dès son nom, Ishangolo Kassa Mobateli, cette entreprise écologique basée sur des objectifs de la créativité, l'imagination, l'excellence, produit des emballages en papier biodégradable à base de déchets agricoles forestiers. En croit son directeur, cette idée éco-responsable est une participation à la lutte contre la pollution de l'environnement par le déchet plastique. Alors nous sommes partis d'une constatation. En 2017, il y eut le décret portant sur l'interdiction de l'utilisation des emballages en plastique en RDC. Bien que ce décret était salutaire, mais ce décret avait engendré un autre type de problème. Des problèmes d'ordre purement sociétal et économique. Simplement, c'est parce qu'il y avait pénurie d'emballages, il n'y avait pas d'alternative. Et nous partons de cette constatation, comme le disait John Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et nous nous sommes dit que nous, en tant que jeunes Congolais, nous devons proposer une solution alternative. D'où nous avons mis en place cette entreprise de production des emballages en papier biodégradable.
Ces papiers hydrophobes peuvent supporter tout ce qui est humide et mouillé. Ces emballages très résistants peuvent transporter des poids énormes allant jusqu'à 30 kg. Ces jeunes entrepreneurs engagés dans la protection de l'environnement produisent de 100 à 500 pièces d'emballage par jour sous plusieurs formes selon le besoin du client. On a des types de papier que nous sommes en train de développer. On a amélioré leurs molécules afin qu'ils puissent devenir imperméables à l'eau. Oui, nous avons des emballages à vin, des emballages pour marché, pour course, des emballages pour habits, des emballages en agroalimentaire, des emballages pour empaqueter tout ce qui est produit agroalimentaire. Évidemment, comme disais-je tantôt, c'est une alternative aux emballages plastiques. Donc, nous sommes axés sur l'aspect biodégradable pour pallier à cette pollution. Donc, ces emballages participent d'une manière ou d'une autre à la réduction de la pollution. Jacques Gondi, transformateur de produits agricoles et client à cette entreprise, témoigne sa satisfaction. Selon lui, ces emballages répondent aux normes environnementales. J'ai beaucoup aimé, surtout que ce sont des emballages qui sont de plus en plus biodégradables, c'est-à-dire après avoir utilisé ça, ça peut facilement se dégrader. Ce n'est pas comme les autres emballages que les gens utilisent qui polluent de plus en plus l'environnement. Mais ça ne pollue pas. J'ai beaucoup aimé. Je crois que de temps en temps, on va sceller ces contrats de partenariat avec cette société, de sorte que de temps, nous puissions toujours passer la commande de ces emballages. Signalons que Ishangolo Kasamobateli a participé à plusieurs concours entrepreneuriaux tels qu'Orange Commerce, TEF-E, COPA, Kin Startup et Kin Innovation et a remporté plusieurs prix. Dès son nom, Ananas commusus, ces fruits, originaires de l'Amérique du Sud, spécifiquement du Paraguay, est le plus riche en glucides et contient plusieurs vitamines dont le vitamine A, C, E et B, sauf la vitamine B12. En République démocratique du Congo, certaines provinces s'adonnent à cultiver ces fruits, comme celle de Maïndombe, dans le territoire de Koutou, dans le village Madjoko, où nous avons rencontré un fruiticulteur qui nous explique la plantation de l'ananas. J'écueille l'ananas mûr. Je coupe sa plante restante, la replante à 50 mètres d'intervalle avec l'autre plante qui me donnera d'autres fruits et je reprends la même méthode. Je vends certains dans mon village et j'exporte d'autres fruits à Kinshasa, donc 50 ananas qui valent entre 1 à 2 charrettes. L'ananas est plus consommé sous forme de fruits et de jus grâce à sa saveur et plusieurs vertus qu'il renferme. Il lutte contre la diarrhée, favorise la digestion par la cellulose, aide à prévenir le problème de constipation, soulège les douleurs articulaires, renforce le système immunitaire et prévient les maladies cardiovasculaires, pour ne citer que cela. La meilleure saison de sa plantation est entre le mois d'octobre et d'avril. Il pèse au moins 1,8 kg en moyenne. En croire ses fruiticulteurs, il est confronté à plusieurs difficultés pour une meilleure production. En cultivant, je rencontre plusieurs difficultés. Il y a certaines plantes qui sont menacées par des insectes et d'autres qui sèchent. C'est pourquoi nous les plantons près des eaux, car l'humidité est son meilleur engrais. Aujourd'hui, le Costa Rica occupe la première place dans le monde avec 3 418 155 tonnes d'ananas produites par an et le Nigeria occupe la première place avec 900 000 tonnes en Afrique. Une sonnette d'alarme est lancée au ministère de l'Agriculture face aux richesses que renferme le sol congolais, car la valorisation de cette culture ferait de la RDC un grand pays producteur d'ananas en Afrique, voire dans le monde.